Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré aujourd'hui à un ouvrage sur un thème original, les métropolitains à la Martinique. Alors, une migration de confort, c'est le sous-titre. On a connu des ouvrages sur les Indiens de Guadeloupe, les Antillais en France, plus précisément sur la migration antillaise en France. Aujourd'hui, nous allons échanger avec nos intervenants sur les métropolitains à la Martinique. Alors, autre originalité de l'ouvrage, euh, il est coécrit par un métropolitain et un Martiniquais. Je précise les origines parce qu'on évite d'emblée que cet ouvrage soit perçu comme un ouvrage pour ou contre les métropolitains ou autres communautés. Alors, c'est une analyse sociologique qualitative, je l'ai retenue, sur des Blancs migrants au pays de la négritude. Alors, je l'ai lu sur la 4e de couverture, donc c'est une manière de présenter le sujet. Un des groupes, je cite, porteur de la situation coloniale, structurellement liée à ce régime économique impérialiste. Donc là aussi, nous avons des notions, situation coloniale, impérialisme, des notions que l'on croyait obsolètes et que nous allons peut-être revisiter avec nos intervenants. Alors, je reviens sur les intervenants. Patrick Brunto, c'est un chercheur en sociologie. Il est sociologue donc, au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Olivier Pulvar est maître de conférence à l'Université des Antilles. Il, euh, il est donc aussi professeur associé à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Trois-Rivières. Et il est spécialiste de l'information et de la communication. Donc, alors, je vais, avant de passer la parole à Olivier Pulvar, préciser que Patrick Bunto devait être avec nous en visioconférence. Olivier est avec nous. Euh, Patrick Brunto s'excuse parce qu'il a des parents souffrants, même très malades, et il doit s'occuper d'eux. Il a de bonnes raisons, malheureusement, d'être présent avec eux. Il ne peut pas être avec nous ce matin. S'il peut, il le fera parce qu'il est connecté, mais il n'est pas sûr qu'il participe. Donc, Olivier Pulvar aura la tâche de remplacer les deux intervenants, donc en tout cas d'assumer pour les deux. Donc, Olivier, je vais te passer la parole. J'ai oublié de dire que je suis Fred Guénaud et que je suis directeur du KJ et que je suis en compagnie de deux piliers du KJ, donc Camille Brun, qui est à ma gauche, et Monsieur Baltus, qui est à ma droite, et qui sont chargés, a priori, de collecter des questions et de nous les transmettre. Voilà. Donc, Olivier, je te passe la parole. Il y a une présentation, un partage d'écran à faire. Bien, merci. Merci, monsieur le professeur Reynaud, cher Fred, de nous avoir invités ce jour pour présenter un travail de longue haleine. En tout cas, je remercie le KJ pour son invitation et m'en vais tout de suite présenter. Alors, je ne sais pas combien de temps nous avons en termes de présentation, mais comme je dois à la fois cumuler la responsabilité de l'absence de mon collègue, co-auteur, et donc je pense que j'aurai 2 fois plus de temps normalement. Donc voilà, donc c'est une question, donc si je dois commencer cette présentation, c'est une question qui est évidemment, donc tu l'as dit Fred, c'est une question, la question métro s'inscrit dans une problématique assez sensible d'ailleurs, qui réanime en fait des dynamiques sociales que l'on avait peut-être perdu de vue depuis, je dirais, les années, en tout cas pour la Martinique, depuis la fin des années 70, depuis les années 70. C'est-à-dire que les métropolitains n'étaient pas forcément au centre d'une réflexion, ni même politique, au fait. Après, je dirais, je pense à Monsieur Darcière, qui, dans les années 70, fin des années 70, avait demandé à ses amis européens, à nos amis européens, de faire leurs valises à l'époque. Qui était Camille Darcière. Camille Darcière, c'était donc le bras droit d'Aimé Césaire.
donc au Parti progressiste martiniquais. Et en fait, ce travail, je le dis hein, pour le contextualiser, au départ ne portait pas pratiquement ne portait pas uniquement sur les métropolitains. C'est un travail que nous avons entamé après la crise sociale de 2009 et où, dans le cadre d'un projet de recherche ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, nous avions proposé effectivement un projet de recherche qui visait en fait à observer si la crise de 2009 qu'est-ce que la crise de 2009 aurait changé au rapport entre les différents groupes sociaux, entre les différents groupes ethniques qui composent nos territoires. Donc, c'est un travail qui, au départ, portait sur l'outre-mer, je le précise, c'est-à-dire que étaient impliqués la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Donc, les travaux ont été menés par Patrick et moi-même sur les métropolitains. Nous devions obtenir exactement la même chose au niveau des autres territoires, ce qui n'a pas pu se faire. Je n'entrerai pas dans les détails. Donc, nous sommes ceux qui avons, Patrick et moi, qui sommes parvenus au bout du projet et nous avons produit cet ouvrage qui est, je le dirais, un essai scientifique. Hein. Ce n'est pas un rapport de recherche, c'est un essai scientifique parce que nous y défendons une thèse. Et cette thèse, c'est justement de dire que le colonial, pour aller où la colonialité, s'inscrit en fait dans, je dirais, la structure même de la migration métropolitaine. Donc, on est sur un aspect, je dirais, qui n'est pas interindividuel. Évidemment, je parle on a une approche systémique des choses. Et en fait, cette migration, on parle de la migration, pas des individus, s'inscrit dans, je dirais, une dynamique, une façon une façon politique de voir les choses, d'une certaine façon. Et je pense que les événements malheureux, on les appelle événements, mais ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, même si c'est assez éloigné de ce que nous vivons, reste en termes systémiques. Je pense on peut étudier un certain nombre de phénomènes dans le même cadre. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc je ne vais pas vous parler de... Alors, on va peut-être discuter de, 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 de l'objet de recherche, donc ce groupe que l'on appelle les métropolites. On va peut-être discuter aussi du modèle d'analyse que nous avons utilisé. Par contre, ce qui me semble important, si vous voulez, c'est d'envisager les choses, on va les envisager du point de vue du sens commun, du point de vue de l'espace public. Et généralement, lorsque l'on parle généralement des rapports entre communautés, on parle du vivre ensemble. Donc, j'ai préféré, plutôt que d'axer tout de suite, enfin, je pense que Patrick aurait commencé par cela, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des concepts, des théories, mais je pense que là-dessus, si vous voulez, on pourra y revenir. Et puis, l'ouvrage est assez, comment dirais-je, assez bien structuré de ce côté-là. Donc, je vais commencer par vous indiquer euh, lorsque l'on parle des rapports interethniques chez nous, donc dans les Outre-mer, généralement, on parle du vivre ensemble. Que devient le vivre ensemble? Ce que nous, on appelle, enfin en sociologie, on parle plutôt de lien social, de rapports sociaux, de cohésion sociale, éventuellement. Donc, si on prend une définition tout à fait classique du vivre ensemble, il s'agit de la cohabitation harmonieuse entre des individus ou entre des communautés. Euh, alors, ce sont, si vous voulez, déjà la notion de vivre ensemble, il faudrait déjà la décrypter. Parce que le vivre ensemble, ça ne veut pas forcément dire une cohabitation harmonieuse, puisque l'on le voit, aujourd'hui, on arrive à évoquer des questions de bien vivre ensemble ou de mieux vivre ensemble. Donc, déjà là, il y a un travail à faire pour décrypter ce que recèle en fait cette expression du vivre ensemble. Donc, le bien vivre ensemble reposerait normalement sur le respect mutuel, l'acceptation de la pluralité des opinions, des interactions dans l'ouverture, dans la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que le refus de s'ignorer ou de se nuire. Donc, on est dans la tolérance. Euh, ce, sur la base de ce principe, en fait, euh, il semblerait que le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble renverrait à un projet d'acceptation de l'autre, euh,
finalement une certaine tolérance, bienveillance, un sentiment d'appartenance, et on essaie en fait d'évoluer tout en étant conscient de nos différences, on essaie d'évoluer de manière harmonieuse, de manière dans la coopération, dans la collaboration. Donc, forcément, ce qui apparaît, c'est qu'il y a pour le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, il y a un besoin de, comment dirais-je, un besoin de la nécessité euh, de l'acceptation de l'autre, tel qu'il est, pas tel qu'on veut qu'il soit. Donc, accepter l'autre, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la question de l'altérité, pardonnez-moi. Ça renvoie à la question de l'altérité, donc de la différence. Et pardonnez-moi. Et on essaie en fait de valoriser la solidarité collective plutôt que l'individualisme. En fait, on essaie de fonctionner de manière, je dirais, sinon communautariste, au moins communautaire. On est dans une communauté, on se reconnaît, on reconnaît l'autre également. Pour poursuivre sur cette expression de bien vivre ensemble, c'est en fait un pari, et on ne le dit pas, parce qu'il y a plusieurs types de réponses. Les sociétés ne présentent pas les mêmes modes du bien vivre ensemble, et ces formes sont généralement conditionnées par des systèmes politiques, législatifs, administratifs et autres qui vont influer, qui vont avoir des effets sur le fonctionnement des individus, des acteurs, des communautés. Donc, le bien vivre ensemble, c'est en fait, au fond, une construction politique, une construction idéologique, pour le dire ainsi, euh, pour envisager, en fait, un projet de société. Alors, justement, si l'on part sur cette idée, si on parle sur cette idée, lorsque l'on pose la question, la problématique de la migration métropolitaine chez nous, il ne faut pas perdre de vue, et c'est ce que nous avons observé, que la migration des métropolitains est une migration expérientielle, c'est-à-dire qu'elle est basée fondamentalement sur une expérience individuelle. Le désir migratoire est un désir, je dirais, personnel. Généralement, on migre pour tout type de raisons. Généralement, on migre parce que, soit pour des raisons professionnelles, soit pour des raisons économiques, politiques, mais enfin, en ce qui nous concerne, la migration métropolitaine en Martinique ou vers les Outre-mer d'une façon générale, elle est notable du point de vue personnel de ce désir migratoire, je l'ai dit, mais on ne peut pas, et c'est cela la thèse, on ne peut pas évacuer d'un mot un seul, on ne peut pas évacuer un effet de système, c'est-à-dire, euh, comment vous dire, des dispositifs politiques, des dispositifs économiques, des dispositifs institutionnels, législatifs, et j'en passe, hein, des dispositifs sociaux, culturels, qui soutiennent une migration dont les représentations, et c'est pour ça je pense que cela peut intéresser le CAGI, dont les représentations sont des représentations transnationales. C'est-à-dire, on a affaire à, quand je dis transnational, pour caricaturer un peu, vous verrez que beaucoup de migrants, je dis migrants, on va peut-être discuter, beaucoup de métropolitains se présentent aussi comme des expats, même chez nous. Même en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ce sont des expats, comme ils le seraient dans d'autres. C'est pour ça que je parle de représentation internationale, enfin transnationale de cette migration. Donc, ça veut dire aussi que les acteurs dont nous parlons ont une représentation de nos territoires, ont une représentation de leur population, etc., etc. Alors, l'expérience d'un migrant métropolitain, en fait, se situe sur un spectre de préférence qui s'adosse à ce que nous avons appelé un socle structural postcolonial,
qui va donner à voir une série comment dirais-je, une série de prérequis ou de privilèges, puisqu'on parle aussi de privilèges, on parle aujourd'hui dans nos disciplines de privilèges blancs ou de privilèges migratoires, par exemple. Ce sont des termes qui sont évoqués par nos collègues en Hexagone, notamment. Donc, cette expérience de migrants métropolitains donne à voir en fait une série, je disais, de privilèges, par exemple au niveau des transports, des déplacements, au niveau du fait que nos territoires sont des territoires où généralement plusieurs langues sont en présence, dont la langue française, et donc ce n'est pas un obstacle, la langue n'est pas forcément un obstacle pour ces migrants. Les droits, les procédures, les aides, en fait, nombreux points sont soulevés et sont soulevés dans l'actualité, hein, en ce qui concerne, par exemple, les recrutements, en ce qui concerne un certain nombre de phénomènes que nos territoires connaissent et qui renvoient systématiquement à cette population, sans pour autant, sans pour autant qu'on en ait une vision, je dirais, globale, sauf à des moments de crise, comme par exemple, c'est le cas aujourd'hui, ça nous saute aux yeux au niveau de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, où là, on voit qu'il y a un problème et on arrive à positionner les différents acteurs en présence. Alors, non, on a été trop vite, je termine sur cet aspect-là. L'expérience de migrants, donc, effectivement, ce qui est intéressant aussi dans nos sociétés, et l'expérience dont je parlais tout à l'heure est tout à fait intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire que nous avons des sociétés qui exercent, sociétés d'accueil, puisqu'on parle de migrants, des sociétés d'accueil qui n'exercent pas une forte pression sur les arrivants. C'est-à-dire que, en tout cas sur les arrivants, je dirais métropolitains. Parce que j'attire votre attention sur le fait que, par exemple, toute autre population qui arrive sur nos territoires, eh bien, ces populations, alors ça peut être des populations caribéennes, mais aussi d'autres populations étrangères, s'adaptent, s'intègrent en utilisant des éléments des cultures présentes de la société d'accueil. Par exemple, la langue, par exemple. C'est-à-dire que vous verrez, alors vous me direz, évidemment, un Haïtien n'aura pas de mal à pratiquer le créole, mais si vous prenez quelqu'un d'origine asiatique, commerçant, vous prenez un Syro-Libanais, bon, le créole n'est pas forcément une langue qu'ils ont croisée, voyez. Donc, en fait, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à c'est-à-dire que la société exerce, la société, par exemple, martiniquaise va exercer une forme de pression vers cette conformité pour les faire entrer dans la société. Alors qu'au niveau des migrants métropolitains, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. C'est un choix. Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est au métropolitain lui-même qu'est laissée la liberté de construire son altérité. C'est lui qui fait le choix. C'est lui qui fait le choix de l'étanchéité ou c'est lui qui fait le choix de l'immersion. Alors, on va y revenir, mais je rappelle qu'il n'y a pas d'imposition de la langue, pas d'imposition, on n'impose pas la culture, on n'impose pas la langue, on n'impose pas d'habillement, on n'impose pas de fréquentation, on n'impose pas d'éducation. Tout cela, on n'impose pas. Vous avez une société qui accueille, mais sans effectivement imposer de cadre, parce qu'elle n'en a peut-être pas les moyens, je ne sais pas. Face à elle, il y a des dispositifs dont on a parlé tout à l'heure et qui peut-être ne permettent pas, ou peut-être que c'est qui ne permettent pas que cette société, justement, puisse jouer son rôle de société d'accueil au sens premier du terme. Alors, autre chose que nous avons découvert, je le dis parce que généralement, nous avons, et c'est l'une des, oui, je peux dire que c'est une découverte, parce que généralement, nous avons une vision des métropolitains qui est une vision communautariste. C'est-à-dire que nous estimons que ce groupe est un groupe homogène qui défend les mêmes intérêts, développe les mêmes stratégies. Donc, en fait, c'est une communauté. En fait, on envisage chaque métropolitain comme
faisant partie d'une communauté avec un projet précis. Eh bien, je dois vous dire que le travail que nous avons fait ne confirme pas cette hypothèse, c'est-à-dire que nous n'avons pas trouvé, alors il y a des traits communs, attention, il y a des traits communs, mais nous n'avons pas trouvé une dimension d'homogénéité, en tout cas, à partir des éléments que nous avons recueillis, nous n'avons pas trouvé d'éléments d'homogénéité pour cette communauté, et c'est pour ça que nous avons proposé ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire, finalement, nous avons essayé de schématiser, nous avons essayé comme on dit chez nous, de créer des types idéaux pour essayer de comprendre, de lire ce que nous appelons la communauté métropolitaine ou les métropolitains. Et vous avez donc sous les yeux, donc nous avons réussi en fait à repérer par notre travail, nous avons repéré deux grands types d'acteurs, on dira. Vous avez grosso modo, si vous voulez, ce que l'on a appelé les NC, les néocoloniaux, qui se définissent essentiellement comme des publics qui aspirent en fait à demeurer ce qu'ils sont, c'est-à-dire que ce sont des Français, et ils vont simplement, tout en restant français, profiter des avantages que présente la société d'accueil pour se positionner en tant que tel dans cette société. Pour eux, la France, quand on vient en Martinique, on va en France. Donc seront définis comme néocoloniaux par ceux qui demeurent des métropolitains durant tout leur séjour. Ce sont les néocoloniaux. Ils sont objectivement ou subjectivement dans ce groupe. En fait, ils exportent la France. Hein, ils exportent la France sans intention de la transformer, sans ancrage relationnel avec le territoire. Bon, c'est une logique de pure captation, en fait. Hein. C'est une logique de captation de ressources, d'opportunités. En fait, ce qui va les fractionner, c'est la façon de vivre sur place. Parce que vous allez voir qu'il y a les néocoloniaux, on va les diviser. Hein. À un moment, on va faire deux sous-groupes, mais on reste sur ce gros groupe, les néocoloniaux, où, en réalité, la façon de vivre sur place, au carrefour des opportunités et des préférences, les uns vont résolument appliquer une politique de barrière, une politique d'étanchéité avec les locaux, de ghettoisation. Il y a des lieux, en fait, visuellement, on repère, on identifie des lieux de concentration, donc des lieux qui sont coupés du reste du territoire, voire du reste de la population, alors que d'autres ne vont pas être crispés et vont s'ouvrir à une certaine forme d'hybridation, comme l'on dit. Et par exemple, c'est pour ça qu'il faut lire les formes d'union, par exemple matrimoniale, le fait qu'un métropolitain ou une métropolitaine soit avec quelqu'un du pays, eh bien, il n'y a pas de surprise particulière à ce que néocolonial soit marié avec quelqu'un du pays. Ce n'est pas un indicateur de son ouverture réelle. C'est ça. Et généralement, on voit que généralement, c'est ce qu'on utilise. On dit, mais si j'étais raciste, je ne serais pas marié à A. Alors qu'en fait, ça ne veut strictement rien dire de ce point de vue-là. Alors, nous avons parlé des néocoloniaux. Maintenant, les néo-martiniquais. Les néo-martiniquais, ce sont des gens, d'abord, qui généralement, on parle sur le temps long, hein, je parle sur le temps long, après on parlera sur le temps court. Les néo-martiniquais sont des gens qui sont là depuis un certain temps, effectivement, qui vivent là, en Martinique, et en fait, l'épreuve du temps, parce que l'immigration, c'est jamais facile, même pour tout le monde, hein, pour ceux qui ont déjà immigré, on sait que c'est pas facile de se retrouver loin de chez soi et loin des siens. Donc, en fait, les néo-martiniquais, ce sont des gens qui changent à l'épreuve du temps. En fait, ils se rendent à l'évidence. On va dire ça comme ça, simplement. Être néo-martiniquais, c'est non seulement durer, c'est-à-dire rester présent sur place, mais c'est durer à travers les épreuves. Et durer à travers les épreuves d'interactions qui peuvent être parfois des confrontations, des conflits, mais on dure à travers ça, on se forme à travers ça,
on lit la société à travers ça. Donc, en fait, être néo-martiniquais, c'est durer, mais c'est aussi changer de cap, bifurquer, revenir sur des choses. En fait, c'est par le biais d'une expérience, justement, je parlais de migration expérientielle tout à l'heure, c'est par le biais de cette expérience-là, en fait, que l'on valide l'intention d'être ou de devenir néo-martiniquais. Donc, c'est une démarche d'intégration. On l'a appelé comme ça. Donc, alors, la durée, elle n'est pas définie, elle est saccadée, elle est marquée, elle est, si vous voulez, le processus social qui conduit le néo-martiniquais à s'intégrer n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une expérience qui peut être douloureuse, mais qui fait que le métropolitain n'est pas, comment vous dire, il est plus, il est plus ouvert. Allez, il est ouvert à l'autre, il est ouvert à l'altérité. Donc, cette durée, je l'ai dit, pour les néo-martiniquais, il y a des compromis à faire, il y a des aménagements à opérer, il y a des changements aussi impossibles à prévoir, il y a des changements qu'on n'avait pas prévus. Donc, en fait, c'est ce que je disais, l'intégration dans la société martiniquaise n'est pas un long fleuve tranquille, même pour ceux-là, même pour les néo-martiniquais, mais le travail se fait, le travail pour s'intégrer à l'ensemble se fait. Alors, il existe en fait, dans nos enquêtes, on y reviendra, il existe en fait une forte minorité de métropolitains qui sont en Martinique et qui le disent, hein, qui disent en fait leurs difficultés, je dirais, d'intégration, la dimension. Si vous voulez, en fait, on a le sentiment, quand on écoute nos enquêtés, qu'ils découvrent finalement le travail qu'il y a à faire pour s'intégrer à un groupe, pour s'intégrer à une communauté, pour s'intégrer à un territoire. On a l'impression que c'est une découverte pour eux. Et alors, parfois bien accueilli, parfois pas. Mais c'est, comment vous dire, vous avez on va dire des Martiniquais, mais chez les néo-martiniquais, même chez les néocoloniaux, vous avez des métropolitains, on va dire, indigénisés, heureux. Et puis, vous en avez beaucoup qui se plaignent aussi. Ils sont là depuis 30 ans, mais ils se plaignent. Ils se plaignent comme au premier jour, ils se plaignent, ils continuent à se plaindre, quoi. Mais ils sont là, partent pas. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, en fait, si vous voulez, quand je ramasse tout cela, vous avez en fait 4 sous-groupes, hein, pour ramasser mon propos. 4 sous-groupes. Vous avez les métropolitains, on va dire claniques, donc les ghettoisés, les néocoloniaux. Vous avez les métropolitains parmi les néocoloniaux, ce sont les aventuriers, c'est-à-dire qu'ils sont ouverts à une certaine altérité, mais c'est l'altérité exotique. C'est Koh Lanta, ils sont ouverts, mais ils sont ouverts sur l'exotisme. Ils ont une vision, une représentation des gens. Ils ont une représentation du territoire. Ils ont une vision de tout cela. Donc, mais ça reste des néocoloniaux. Ce sont des aventuriers, mais ce sont des… Mais vous avez certainement vu, par exemple, on va dire, M. Plaza, vous avez dû entendre cette polémique, là, il n'y a pas longtemps, qui vient… voilà. Donc, il va falloir qu'il se situe sur notre graphique, là, notre figure, qu'il nous dise où il est. Et puis, vous avez donc les indigénisés, comme on a dit, donc les métropolitains, les néo-martiniquais, les métropolitains néo-martiniquais qui, eux, vous en avez qui sont malheureux parce qu'ils sont en décalage, ils ont du mal. Et puis, vous en avez qui sont relativement heureux, hein, parce que finalement, ils se sentent plutôt bien dans l'altérité qu'ils ont choisie. Je vous ai dit tout à l'heure que comme notre société ne fait pas de pression, nos sociétés ne font pas de pression sur les nouveaux arrivants, en tout cas les métropolitains, c'est eux qui font le choix de s'intégrer et c'est eux qui choisissent à quel niveau ils vont le faire. Et vous en avez qui se sentent bien parce que comme ils ont choisi leur mode d'intégration, ils sont à l'aise. Vous voyez, donc, c'est ceux qui vont, par exemple, ne pas avoir de mal à prendre un feu avec quelqu'un, voilà, à faire la fête, à parler créole même, à faire des blagues, etc., etc. Donc, vous en avez qui sont quand même heureux. Alors, sur le graphique, pardonnez-moi, la figure, vous avez vu que l'espace, alors on l'a dénommé espace postcolonial, mais vous voyez qu'il y a 2 axes, temps court et temps long, espace privé et espace public. Et en réalité, vous regardez les pro-martiniquais, qu'ils soient
qu'il soit dans le temps long ou dans le temps court. Temps court, c'est le touriste. Temps long, le résident. Vous remarquerez que le pro-martiniquais est plus dans l'adaptation et dans l'intégration. Adaptation, c'est dans le temps court, intégration dans le temps long. Maintenant, pardonnez-moi, le pro-colonial, eh bien, il sera dans la distanciation, c'est-à-dire que je suis touriste, je viens en Guadeloupe, je viens en Martinique, mais je ne veux pas avoir de locaux sur la plage, si c'est possible. Je ne suis pas payé pour ça. Ça, c'est le temps court. Et puis le temps long, eh bien, ce sont les enclaves. Vous avez des enclaves ethniques, disons le mot, des enclaves blanches. Alors, dans ces enclaves, vous pouvez avoir ce qu'on appelle, je ne sais pas si on dit ça en Guadeloupe, les négropolitains. C'est-à-dire que c'est un terme qu'on a employé pour métropolitain ayant été catégorisé comme le blanc venu de l'Hexagone. Le négropolitain, c'est le non-blanc, donc c'est comment dire, ça peut être l'ancien, le Martiniquais qui est parti, qui est revenu, ou c'est celui qui est né surtout, et c'est surtout celui qui revient ou qui arrive avec les mêmes valeurs que le métropolitain, quelle que soit sa couleur de peau. Ce n'est pas ça le problème, c'est la culture, le système de valeurs qu'il ramène, la manière dont il considère le territoire, la manière dont il considère la population, la manière dont il considère c'est ça qui fait la différence. Donc, et là, vous avez, donc je l'ai dit, pour le touriste pro-colonial, c'est la distanciation, et pour le résident pro-colonial, c'est la mise à distance, c'est même l'étanchéité, en fait. On n'est pas dans la même société. En fait, on n'est pas dans la même société, on construit une société. Alors, pour poursuivre, là, on entre dans un autre aspect des choses, c'est-à-dire, pourquoi je dis, enfin, nous disons qu'en fait, il faut envisager ce phénomène migratoire comme s'inscrivant dans quelque chose qui est de l'ordre du politique. Alors, je ne disais pas politique de peuplement, puisque c'était réservé, semble-t-il, à la Nouvelle-Calédonie. Chez nous, on parle de colonisation, d'exploitation plutôt, avec les habitations, avec les choses comme ça. Sauf que depuis la fameuse période du Covid, on a quand même assisté à une forme visible d'accélération du phénomène migratoire, de ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on a vu. D'ailleurs, ça s'est matérialisé par ce qu'on a appelé les renforts sanitaires. Ça s'est matérialisé par les renforts, là aujourd'hui, les renforts en ce qui concerne les forces de l'ordre. Enfin, ça se matérialise. En tout cas, il y a un phénomène qui apparaît. Alors, il faut dire aussi qu'on est dans des sociétés qui sont beaucoup plus fragilisées, beaucoup plus clivées. Donc, forcément, les yeux sont un petit peu plus ouverts et il y a des choses que l'on voit et qu'on a du mal parfois à accepter. C'est-à-dire que c'est un retour de cette société, justement. Un retour de cette société vis-à-vis de cela. Alors, ce qui est intéressant, pourquoi on parle on aborde cette question de la migration de façon, j'allais dire, sociopolitique et sociologique, c'est-à-dire qu'en réalité, nous avons noté que peu de Français, peu de métropolitains remettent en cause leur présence dans nos territoires. C'est-à-dire que c'est la France et comme je le disais, si on a du mal voilà, cette problématique que l'on retrouve, je le répète, en Nouvelle-Calédonie, et qui est quand même, là on parle d'un peuple premier, on ne parle pas d'un peuple qui a été transporté, on ne parle pas de... Donc, quand on regarde ce qui se passe, on s'interroge et on se dit que finalement, la France doit rester la France. Finalement, l'histoire coloniale, bon, voilà quoi, c'est l'histoire coloniale. En fait, l'histoire coloniale ne fait que justifier la présence est française, mais la présence métropolitaine chez nous. Et il n'y a pas lieu, si vous voulez, de questionner cette présence pour certains. Il n'y a pas lieu de s'interroger. Il
il n'y a pas lieu d'interroger ce phénomène de migration finalement, qui apparaît. Alors, il faudrait le vérifier en termes de chiffres, mais qui semble en tout cas, visiblement, s'être rapidement développé ces dernières années. Donc, je ne sais pas si j'ai encore du temps. Oui. Donc, si vous voulez, on peut s'interroger sur un retour du colonial dans la société qui colonise, pardon. On peut s'interroger sur un retour du colonial dans la société qui colonise, c'est-à-dire que on parle toujours de la décolonisation du point de vue des territoires, du point de vue des Outre-mer. Mais il faut aussi penser à la décolonisation, finalement, de la métropole colonisatrice, parce que, en réalité, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Si, effectivement, nous étions dans une société française décolonisée, d'abord, nous n'aurions pas affaire à des formes de racisme les plus diverses, mais généralement fondées sur l'histoire coloniale. Parce que quand on parle des Noirs, ce sont des Noirs qui, la plupart du temps, ont été colonisés. Quand on parle des Arabes, c'est des Arabes qui ont été colonisés. Enfin, bref, je veux dire, ils viennent de territoires qui ont été colonisés. Donc, avoir ce retour de la société française, bon, on est obligé de s'interroger sur au plan des idées, au plan des représentations, des idéologies, des imaginaires. Bon, aujourd'hui, en France, vous avez des formes de racisme qui sont les plus diverses, et notamment, je le répète, avec son passé colonial, donc qui est la plupart du temps ignoré, au fait. Parce que quand vous regardez les manifestations aujourd'hui en France contre les migrants, contre les étrangers, et contre les Noirs, Là, on est vraiment dans quelque chose qui, justement, devrait nous alerter juste par rapport à, au vécu de nos sociétés. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez des expressions racistes dans tout, dans le milieu du travail, dans l'univers politique, dans le monde des arts, de la culture. Donc, en réalité, ça aussi, il faut pouvoir le questionner. Et c'est pour ça que nous avons en fait une approche de cette migration qui peut paraître effectivement originale, mais qui n'est pas, parce que sinon, s'il faut regarder les individus un à un, c'est une impasse. Puisque, en fait, on n'a pas affaire, je répète, à des acteurs, même dans les forces de l'ordre. Il nous est arrivé de rencontrer des gens qui peuvent être gendarmes la journée, et puis ce sont des gens tout à fait humains le reste du temps. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent tout à fait normalement, ils ne sont pas gendarmes tout le temps. Alors évidemment, on va tomber sur des gendarmes qui sont gendarmes tout le temps. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas dans cette affaire. Alors, j'essaie d'avancer un peu pour vous dire qu'en réalité, qu'est-ce que l'on observe? Et il me semble que ça fonctionne. Donc, en observant la migration métropolitaine, c'est vrai que c'est ce que l'on a trouvé. On a trouvé, en fait, non pas parce qu'un système, ce qu'on a appelé un système symbolique de domination, qui est généralisé. C'est-à-dire que, au fond, selon la manière dont l'État organise les choses, donc organise les flux de population, les flux de marchandises, chez nous, donc outre-mer, dans un sens qui ne sert pas en réalité le développement de ces différents territoires. Donc, comme le dit Françoise Vergès, dont je reprends l'expression de colonialité, qu'elle a repris, il me semble, d'auteur anglophone, la colonialité impériale va laisser place à une colonialité républicaine. Et ça, je trouve que c'est intéressant d'envisager cette vision des choses parce que souvent, et je vais prendre un autre exemple un peu trivial, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, ce qui s'est passé récemment, c'est quoi que c'est à Cannes avec Omar Sy, qui signait des autographes et qui est interpellé par une fan et qui lui dit qu'elle aimerait bien qu'il fasse une photo avec son beau blond aux yeux bleus. Ça serait bizarre, ça ferait bizarre. Et la presse, alors et lui, Omar Sy répond, mais vous êtes raciste, madame?
Et là, ah non, 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 pas du tout, pas du tout. En fait, non, je trouve que ce serait super chouette. En fait, on est dans la logique du métissage quelque part, hein. Le contraste serait sympa. Et c'est intéressant parce qu'aucun journal, aucun organe de presse n'a identifié ce propos comme étant un propos raciste. On a parlé de propos déplacés. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est intéressant aussi parce qu'en réalité, ce que je veux dire, c'est que la colonisation, il y a une idéologie derrière. La colonisation, il y a une idéologie coloniale qui est l'essence même du système économique d'exploitation capitaliste qui va s'exprimer dans nos territoires. Après, vous avez un imaginaire colonial, c'est-à-dire l'imaginaire colonial, ce n'est pas forcément quelqu'un d'extrême droite, ce n'est pas un raciste, mais c'est quelqu'un qui a été nourri par des images, par des représentations colonialistes. C'est quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui, qui n'envisage pas que votre maison ne soit pas une case avec des feuilles de coco dessus. C'est juste ça. Et c'est pas méchant. C'est pas méchant. Mais c'est juste raciste. Mais ça, c'est l'imaginaire. C'est la personne, comme la dame, elle dit, mais non, je ne suis pas raciste. Pourquoi vous dites ça? Sauf que les représentations auxquelles elle fait appel, et on se retrouve face à beaucoup de métropolitains dans cet espace d'imaginaire colonial. Et puis, vous avez les imaginaires de colonialité, c'est-à-dire que là, on va justifier la colonisation républicaine. On va justifier. C'est-à-dire que en réalité, par exemple, vous avez des gens qui vous parlent, mais oui, mais on veut nous chasser de l'Afrique, mais c'est les Chinois qui vont prendre la place. Ben voilà, on est dans l'imaginaire de colonialité qui suppose que l'Africain ne peut pas s'en sortir s'il n'a pas un colon au-dessus. Et donc, cette colonialité s'exprime de la même façon qu'elle s'exprime dans des territoires dits indépendants depuis les années 60, elle s'exprime de façon assez visible aussi dans nos territoires. Alors, je crois que j'en ai fini. Merci beaucoup. Très bien. On va... Merci, merci Olivier. Alors, non, je pense que Olivier a parlé pour nous, pour Patrick Bonito et pour lui-même. Je pense que le temps de ce point de vue était tout à fait respecté. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais peut-être commencer à poser une ou deux questions et un commentaire à Olivier. Puis, donc, je pense que ce qui a été dit ce matin ne concerne pas que la Martinique, à l'évidence. Il y a des choses qui concernent la Guadeloupe. Moi qui vis en Guadeloupe, je pense que il y a des choses qui dans une large mesure, pourraient intéresser la Guadeloupe. Euh, alors, concernant la Martinique, avant, puisque ça porte sur la Martinique, j'aimerais savoir quel lien, quel rapport, si ça a été analysé, entre les métropolitains et les béquets martiniquais. Parce ils ont en commun d'être blancs, mais ils n'ont pas la même histoire. Ils n'ont pas la même culture, parce que les béquets sont des Martiniquais, sont des créoles, là. Ils parlent créole. Et ils sont comme nous, en différence que, bon, ils sont blancs, mais ce sont des Antillais, comme nous. Et est-ce qu'il n'y a pas de conflit entre ces cultures, notamment sur le plan, dans le travail, dans les entreprises, hein? J'ai eu des échos selon lesquels les Békés se plaignaient quelque peu de cette culture métropolitaine qui est beaucoup plus rationnelle, qui n'est pas, comme ils l'ont connu, suffisamment interopérationnelle, comme on connaît aux Antilles, et qui avait parfois du mal à accepter cette démarche qui finalement limitait pour le métropolitain le risque, disons, de paternalisme, qui est souvent le cas dans le comportement des Békés. C'est la première remarque. Et alors, concernant la Martinique, ou la Guadeloupe d'ailleurs, les autres groupes, alors je pense aux Martiniquais en général, hein, bon, en dehors des béquets, je ne vais pas faire le groupe. Moi, je ne crois pas trop à la communautarisation des Indos, ceci, des Afro, ceci. Bon, je ne sais pas si ça existe. Bon, je sais bien qu'en Martinique, il y a une grosse tendance à l'afrocentrisme. On va pas en parler ici. C'est un sujet en soi. Mais quels sont les rapports entre les Martiniquais, pour aller vite, en dehors des béquets,
et ces métropolitains, est-ce que ce sont des rapports d'allégeance, comme on l'a connu à un moment, ou bien est-ce qu'il y a comme une contestation de cette domination, parce que c'en est une? Est-ce qu'il y a une contestation et sous quelle forme se manifeste cette contestation? Et puis enfin, troisième élément, on parle des métropolitains et notamment des néo-martiniquais, des néo-antillais, ceux qui sont là depuis longtemps, qui ont choisi d'y être et de rester, surtout, y compris dans le conflit, je l'ai noté, et qui, ça a des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui naissent de cette situation. Alors, des enfants qui naissent soit par métissage, hein, bon, ils sont profondément créoles, mais ceux qui naissent aussi sans métissage, mais qui sont également créoles. Alors, ce sont ceux-là qui m'intéressent en particulier parce que j'ai noté que ces enfants-là, ils ont un problème parfois, c'est de savoir où se situer. Parce qu'ils sont comme nous parfois on l'a été, dans l'ambivalence. Je suis martiniquais, mais je suis des deux parents métropolitains. J'ai comme une double culture. Il faut l'assumer. Je prends l'exemple, hein, bon, juste pour illustrer. Quand j'étais dans une autre vie, j'étais en France, j'ai enseigné en France et j'ai rencontré un de mes étudiants qui était de la Martinique. Je commençais à travailler en Martinique et quand j'étais enseignant à l'Université de Rennes, j'ai rencontré à la FNAC un jeune qui était mon étudiant à l'époque et il me dit Monsieur, je rentre au pays, il était blanc, je rentre au pays pour décembre. Alors moi, je ne comprenais pas trop parce que je l'ai connu fils de gendarme et il me dit je rentre au pays. J'ai eu un temps d'hésitation, mais j'ai compris que le pays, c'était la Martinique pour lui. Or, ses parents, c'était des métros, gendarmes, etc. Il a choisi d'être martiniquais. Donc ça, c'est aussi un phénomène, à mon avis, qui s'amplifie. Des jeunes métros qui sont nés, qui sont plus métros en fait. Ils sont des Antillais nés sur place. Et dernier exemple, c'est celui du dernier vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. J'oublie son Oui, prénom. ça a fait. Jamais Lenny. Jamais Lenny, mais c'est extraordinaire, ce monsieur. Je trouve qu'il a beaucoup de courage, hein, au-delà du sport. Hein. Je l'ai entendu une fois à la radio, mais je pense que il y a une souffrance quelque part. Il me dit, je suis blanc, mais je suis guadeloupéen. Là, obligé de le dire. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Il y a des gens, j'ai vu des choses très, très méchantes hein, sur lui, disant qu'il était. Si tu peux Oui. rajouter, parce que je suis dans l'encadrement de l'équipe de Daniel Ossel, de la Guadeloupe. Et il y a quelque chose qui se profile en fait dans le tour qui va arriver, c'est que Daniel Ossel est noir, et Benjamin Lemie est en blanc. J'ai déjà vu de mes propres yeux entre les pro-Benjamin Lemie, blanc pays, qui sont derrière lui, et Daniel, en fait, une sorte de dualité entre le Guadeloupéen noir et le Guadeloupéen blanc qui est en train en fait d'arriver, qui a déjà commencé. Et bon. Oui. Alors c'est intéressant, c'est dommage c'est dommage que vous ne soyez pas là pour le dire, parce que je vais essayer de reprendre ce que vous avez dit, qui me semble très intéressant. C'est très intéressant. Et vous nous dites que pour le prochain tour de la Guadeloupe, la situation risque d'être un peu conflictuelle, parce qu'il y a Damien Ossel qui est un voilà, c'est ça, les supporters, pas les coureurs, mais les supporters pourraient disons, donner une dimension identitaire et même raciale à cette question qui, pour les coureurs, n'existe pas, en fait. Et ça, c'est intéressant. Et quand j'ai entendu Benjamin Lemie dire, écoutez, je suis blanc, mais guadeloupéen, il a commencé à parler créole, me disant, bon, je parle créole, mais je peux faire parler français. C'est son droit. C'est son droit. Bien sûr. C'est son droit. Mais je trouve que c'est une souffrance parce que cette catégorie-là qui existe et qui sera de plus en plus visible, elle aura à chercher sa place, finalement, dans une société qui parfois a du mal à accepter cet aspect-là. Mais bon, ça viendra parce que de toute façon, la Guadeloupe et la Martinique, ce sont des sociétés qui sont réceptives en réalité et accueillantes. Donc, a priori, sauf dans des situations où il y a des intérêts en jeu, comme ce que vient de dire ce monsieur sur le tour cycliste, il y a des intérêts en jeu. Donc, lorsque des intérêts en jeu, les gens parfois ont du mal à faire passer ces intérêts après l'intérêt général ou au-delà des questions raciales. Donc, voilà ce que je voulais dire comme remarque. Olivier, donc si tu veux réagir, entre-temps, oui, bien sûr, et on va prendre les questions des autres personnes. Merci. Donc, je réponds tout de suite. Sur les trois aspects, c'est très intéressant parce que ce sont des choses que nous avons repérées. D'abord, le phénomène évoqué des jeunes qui naissent
sur le territoire. C'est vrai. C'est vrai, on a rencontré des familles comme ça, on a rencontré des gens comme ça, c'est-à-dire que leurs enfants naissent et ils envisagent de partir au moment où les enfants vont partir aux études. Donc, ils partent, sauf que il arrive assez souvent que l'enfant revienne. C'est-à-dire que l'enfant ne se considère pas comme étant du pays de ses parents, il se considère comme étant du pays où il est né et où il a vécu. Donc, et ça, c'est un aspect, et ça peut être, c'est une difficulté pour ces familles qui n'avaient peut-être pas envisagé ça comme ça. Ça aussi, ça fait partie des choses que l'on ne dit pas. C'est-à-dire que on part, oui, les enfants, on part, mais ben, l'enfant, il est martiniquais, il revient. Tout simplement, ça c'est clair que c'est un enjeu. Et ça rebondit sur ce que nous disions tout à l'heure, par exemple, le coureur cycliste en question, je pense qu'il fait partie, alors on ne va pas dire des néo-martiniquais, mais des néo-guadeloupéens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est indigénisé, qui est guadeloupéen, mais qui est en souffrance par rapport à sa couleur de peau. Et ce travail que nous avons essayé de faire, c'est justement essayer de déconnecter nos représentations de la couleur de peau, parce que ce n'est pas la couleur qui fait la culture. La culture, c'est beaucoup plus d'autres choses. L'enracinement culturel, c'est beaucoup plus d'autres choses. Et c'est vrai que je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus nombreux à être dans cette difficulté-là. Moi, je vois, on a observé, je vais vous donner un exemple, pas loin de là où j'habite, il y a alors je ne vais pas dire des métros, des blancs, allez, on n'est pas gêné avec ça, qui sont pêcheurs, mais qui sont là, hein, et voilà quoi. Et alors, ce qui était intéressant, je ne sais pas comment, comment on appellerait ça en dehors de chez nous en Martinique, mais son surnom, c'était le blanc. Et le blanc Vénétia. Et ça ne pose pas de problème. De la même façon qu'à une époque, je ne sais plus si ça se dit, mais les gens, les Guadeloupéens qui étaient en Martinique, bon, ils se faisaient interpréter Guadeloupe, et ainsi de suite. Donc, en fait, la société réussit à gérer ça, mais malheureusement, les représentations qui nous sont transmises, soit par les médias, soit par les réseaux sociaux numériques, soit nous, en fait, brouillent le jeu. Ce qui fait que finalement, notre seule grille de lecture, à nous, ressortissants de ces territoires, ce serait le phénotype, ce serait la couleur. Non, non. Et justement, je pense que le travail que nous avons essayé de produire là, c'est juste de relever la complexité d'un phénomène que nous ne comprenons pas d'emblée, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Et l'on pense, en tout cas moi je le pense sincèrement, c'est encore la question qui est posée. C'est pour ça qu'il faut regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est la question qui est posée à un moment, c'est-à-dire avec qui on construit notre société, avec qui on va travailler. Et tu parles les béquets. Il y a énormément de témoignages sur les béquets, c'est-à-dire que les béquets et les métropolitains ne s'entendent pas parfaitement. En fait, les métropolitains sont une force de travail pour les béquets, une force de travail. Je n'ai pas la même chose, hein, une force de travail. C'est-à-dire qu'on a besoin de leurs compétences. Mais croyez-moi, si on a besoin de mettre fin, on met fin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une rivalité, voilà, une rivalité pour les métropolitains, d'une façon générale. Hein, c'est une excroissance du colonialisme. En fait, en fait ils ont on connaît un peu le dogmatisme de la pensée française d'une façon générale, c'est-à-dire que, en fait, les béquets sont finalement un archaïsme, mais un archaïsme qui leur permet à eux, dans le même temps, de fonctionner. Beaucoup, moi, on en a rencontré qui travaillent pour des entreprises béquets, cadres, chefs d'équipe, etc. On en a rencontré, bien sûr. Et eux travaillent et leur épouse travaille aussi. C'est-à-dire que, en fait, donc, mais il y a une rivalité. Il y a une rivalité idéologique, alors qu'on peut considérer que les premiers métropolitains, mais ce sont les béquets. Les premiers. Donc, après, aujourd'hui, on a d'autres vagues. Et là, on en a une dernière qu'on a du mal à comprendre d'ailleurs, parce que c'est une vague que moi, que je dis s'inscrire, donc par rapport notamment au problème de terre
dont on parle beaucoup en Martinique et dont on parle en Guadeloupe aussi d'ailleurs, on a une vague qui est ce que j'appelle une vague, une vague de migration qui s'inscrit dans les mouvements globaux, dans les mouvements d'intégration globale. Donc, on est dans quelque chose, dans un système de captation générale, donc le capitalisme, mais qui s'inscrit dans un système, un socle, qui est un socle colonial. Donc, vous avez une superposition, enfin, un enchâssement, plus exactement, pas le système colonial, le système capitaliste est enchâssé dans le système colonial. Ce qui crée un certain nombre de désordres comme ceux auxquels on assiste. Et puis, le troisième point, c'était au travail d'allégeance. Oui, ça. Est-ce qu'il y a des rapports d'allégeance des Martiniquais au métro, je parle des BPM, Ah, ou bien des formes de contestation et sous quelle forme elles existent? alors oui, il y a effectivement, alors c'est pas une forme d'allégeance, mais c'est ah oui, on va dire ça, oui. C'est un complexe parfois Il existe. d'infériorité. Voilà. Il existe, mais dès lors qu'on peut le renverser, il est renversé. C'est-à-dire que souvent, je le dis, on ne dira pas, et même, on essaiera d'éviter le conflit pour peu que le métropolitain ne soit pas trop, je dirais, trop dans le colonial, quoi, en fait, trop dans le rapport, un pays conquis, on va pouvoir s'entendre. Mais le Martiniquais, même dans le cadre de l'allégeance au métropolitain, doit conserver une marge de manœuvre, une marge de liberté. S'il perd cette marge de liberté, la nature du rapport va changer. Mais souvent, ils en parlent, en fait, ils en parlent en réalité, je parle de la population martiniquaise en général, comme si c'était des gens de passage, en fait. Mhm. Donc, en fait, et généralement, j'utilise pour vous montrer comment nous, collectivement, comment la population considère en fait cette minorité visible, c'est que dès lors qu'il aura un problème, par exemple, dans le travail, la victoire consiste à faire le cadre ou le chef d'entreprise ou je ne sais pas quoi, prendre l'avion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on l'a mis dans l'avion, c'est la victoire. Et moi, j'explique que c'est une victoire, oui, mais ce n'est pas la guerre, c'est une bataille. Parce que celui qu'on a renvoyé en France hexagonale, l'avion au retour, il retourne avec quelqu'un qu'on va renvoyer. Mais en fait, voilà, on fait. Alors qu'en réalité, c'est un système qu'il faut remettre en cause et pas l'individu. C'est ça. Alors, il y a une question qui a été posée, que j'ai posée sur les. Je ne crois pas que tu aies répondu sur cette nouvelle génération de métro, enfin, nés sur place, en tout cas. Oui, tu as répondu. Oui, je disais justement que c'est très vrai et que ça pose problème aux parents qui ne en fait, qui savent pas, en fait, qui ne peuvent plus se positionner par rapport aux enfants, puisque eux-mêmes, ils ont leur propre projet. Et en face, les enfants développent un projet qui est le leur. Et le projet, c'est de construire chez eux, pas forcément chez les parents. C'est ça. C'est-à-dire une extrême liberté d'action quand on s'installe ici. On n'a pas la même enfance, on a une enfance avec un voisinage large, avec des expériences festives plus amplifiées, aussi et c'est cela qui ne retrouve pas lorsque nous vivons. Et donc, le revient ici non pas de manière vers la culture antillaise, on revient vers une expérience de vie large, de vie amplifiée, de camaraderie, de festivité qui est complètement différente de la routine de l'aujourd'hui. C'est vrai. C'est pas que je recherche pas le contact. Vous êtes du. Avant de répondre, il faut reprendre parce que comme à la distance, on ne peut pas entendre ce que vous avez dit. Alors, je reprends ce que vous disiez. Vous disiez qu'en fait, le métro qui n'est plus métro, c'est-à-dire le métropolitain, le jeune qui est né en Guadeloupe ou en Martinique, quand il part faire ses études et quand il revient, ce serait plus pour retrouver donc l'idée, cette expérience entre guillemets créole
plus que la culture ou que les gens. Alors, je dis, moi, que l'expérience dont vous parlez, l'expérience créole, c'est la culture aussi. C'est-à-dire que dans cette culture-là, la culture de la fête, parce qu'il n'y a pas que, hein, nos jeunes aussi, ils sont dedans. En fait, c'est un espace de potentialité, c'est un espace de risque, mais c'est aussi un espace d'apprentissage. Et un Antillais, en gros, hein, Guadeloupéen, Martiniquais, il ne fait pas la fête comme de la même façon que, voilà. Donc, mais ça, c'est culturel. Et c'est tellement culturel que finalement, on finit par nous identifier qu'à ça, parfois, à la fête. Ça serait non, je pense que, enfin, en tout cas, pour ceux que nous avons rencontrés, en tout cas, j'avoue que, en tout cas, au niveau des parents, nous avons même rencontré un monsieur qui avait adopté, non, oui, un monsieur qui avait donc un monsieur cadre métropolitain depuis quelques années de l'administration, dont le fils, alors je crois que c'est un enfant adopté qui est donc noir et qui lui posait pas mal de problèmes d'ailleurs. Pas de problèmes d'identité, évidemment. Donc, en fait, on a tout type de cas, mais ce que j'observe, en tout cas, par rapport à ce que vous disiez, c'est que l'espace festif, ça occupe une énorme place chez nous, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est des activités, il y a la mer, Oui, oui. il y a la culture, Ça, le fait de faire régulièrement en famille, en fin de semaine, que l'on ne fait pas en métropole. C'est pas Alors, que la fête, hein, c'est se retrouver très régulièrement avec un nombre alors, de personnes. Alors, je pense que pour les gens qui vont suivre après, ça serait bien peut-être que soit on vous entende de plus près, ou bien qu'on amplifie ce que vous dites à travers une reprise des questions avant de répondre. Donc, si tu veux répondre, vas-y. Je dis non, je vais passer aux questions aux qui ont autres été questions? posées. Non, mais je pense qu'il y a lieu d'en discuter, mais je pense que justement, alors il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour vérifier ces hypothèses. Donc, moi, il me semble que cet espace est un espace d'apprentissage, d'initiation. Et je pense qu'on se retrouve aussi, donc en France hexagonale, on se retrouve dès le jeudi. D'ailleurs, tous les internes font la fête le jeudi. Et je pense qu'ici, ça doit être pareil aussi. Donc, en réalité, après, il faut voir. Il faut voir le contexte dans lequel on évolue et la manière dont les choses se présentent. Mais il y a lieu effectivement d'investir ces espaces-là, je pense. Dans la salle, il y a eu quelques questions. Je vais reprendre déjà deux premières, après je les donnerai. Euh, Première question, le phénomène n'est-il pas amplifié par l'appartenance des îles à l'Europe, avec l'arrivée de Belges, d'Allemands, d'Espagnols notamment? C'est la première question qui a été posée. Puis une deuxième, pour la même personne, je suppose, l'après-Covid et le télétravail, être au soleil sans être obligé de s'intégrer, autre événement ayant créé donc euh, l'opportunité d'installation dans les îles sans s'intégrer. Hein. Donc, le deuxième phénomène est accélérant, il accélère l'arrivée de migrants d'Europe. Je réponds tout de suite. Oui, vas-y. Alors, sur cet aspect-là, je pense qu'on l'a dit d'ailleurs, je l'ai dit, enfin, on l'a dit en exergue de l'ouvrage, c'est-à-dire que, alors, l'Europe, c'est une chose, c'est vrai. C'est vrai que le fait d'appartenir à cet ensemble-là ne facilite, en réalité, la venue, non pas uniquement de métropolitains français, mais également d'Européens. Je crois que c'est ici, enfin, si ce n'est pas ici, oui, ben, la voiture à pain, par exemple, en Guadeloupe, il me semble que le monsieur était suisse de nationalité. Donc oui, après, ce qui est vrai aussi, c'est que comment vous dire, l'accélération, il y a plusieurs éléments qui peuvent l'expliquer. Mais c'est vrai que l'affaire du Covid et des confinements, il faut bien que l'on se rende compte aussi que beaucoup de métropolitains ont souffert de cette période. Nous aussi. Oui, 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 mais nous, on a souffert, mais il semblerait qu'à leurs yeux, on a résisté. Et cette image-là, l'image du fait que finalement l'État n'a pas
réussi, il y a eu une forte résistance à l'obligation vaccinale ici, enfin chez nous. Ça, c'est quelque chose qui a véritablement joué sur les représentations en hexagone. Ça, c'est clair. Et le fait que les gens, parce qu'il y a eu, je vous l'ai dit, il y a eu quand même à cette période, même si les voyages n'étaient pas aussi aisés, on a quand même eu des vagues. J'ai parlé des renforts sanitaires qui étaient monocolores. J'ai parlé des forces de l'ordre. Et puis d'autres aussi. On n'est pas censé savoir que... Voilà. Donc, en fait, cette image de résistance a joué. Et sans compter ce qui était renvoyé. Le côté, on a vu le côté vivre le confinement en plein air aussi. C'est-à-dire même si on a eu beaucoup, hein, je me rappelle quand on a quand même eu 2 carnavals interdits. Les carnavals avaient été interdits par les préfets de région. Et je me souviens que mon fils a dit que ça a été l'un des meilleurs carnavals qu'il ait vécu. Donc je ne vous cache rien. Hein. Non, mais c'est pour vous indiquer que non, mais c'était la première fois qu'on défilait sur l'autoroute. Moi, j'ai jamais fait ça non plus, moi. Hein. L'autoroute. Et donc en Martinique. Et donc, il y a eu des choses aussi, il y a eu des boulets, il y a eu des choses. Et donc, cette image-là a véritablement bousculé l'Hexagone. Et d'ailleurs, souvent on dit, aujourd'hui, vous entendez dire que c'est par rapport à cette résistance que les territoires sont en souffrance, que l'État met, vous entendez ce propos, que on est puni par rapport à ce fait de résistance. Donc, ça a accéléré. Donc, les gens aujourd'hui la vie n'est pas, enfin, ce qui se passe, la vie n'est pas facile ici, mais je ne sais pas, elle a l'air d'attirer encore beaucoup de gens. Quand je vois les problèmes que rencontrent nos territoires en matière d'eau, bientôt, vous savez qu'en Martinique, c'est, bon, ici, ça fait des années que ça dure, et pour autant, il n'y a pas d'inversion du flux, il n'y a pas les gens continuent à venir, comme si ça fonctionnait tout à fait normalement, c'est quand même curieux. Mais il y a un phénomène qu'on observe aussi, c'est les SDF, Ah oui, les SDF j'ai oublié d'en parler. blancs métropolitains. Donc, est-ce qu'en Martinique, Si. comment ça se Alors, passe? et il se concentre, alors oui, j'ai oublié d'en parler, mais il y a tellement de choses à dire, c'est vrai. On a voulu, en Martinique, on a voulu investiguer du côté, vous savez que du côté de la marina, c'est pas une marina, mais du marin, Mhm. où il y a ce qu'on appelle, Patrick appelle ça le Lupenprolétariat. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens pauvres. Ce sont des ouvriers, ce sont des gens qui travaillent en journée et puis le soir qui sont enfin, entre deux. Ils ne sont pas SDF, mais ils sont vraiment à la limite. Ce sont des ouvriers qui travaillent sur des bateaux, qui travaillent sur les... Et puis vous en avez aussi, j'ai vu, qui dorment, qui font des petits boulots. Par exemple, qui vont nettoyer, qui vont faire le ménage dans le restaurant, etc., et qui dorment à la pleine lune. Hein. Voilà. Et donc, vous avez à l'aéroport, vous en avez aussi. Vous en avez un. Oui, absolument. 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 Sur les plages, vous en avez à l'aéroport, il y en avait un. Il y en a au marin, à la poterie des Trois-Îlets, vous avez aussi des gens qui, voilà, qui sont entre les deux. Donc, il y a effectivement une population euh, blanche française. Alors ça, je ne sais pas si, je pense qu'ils ont, ils sont seuls. Ce sont des hommes pour la plupart, ce que j'ai vu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a lieu d'investiguer là aussi. Mais ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu de nos yeux. Et on nous avait d'ailleurs déconseillé à l'époque d'aller parce que pour les rencontrer, ces gens-là, il faut sortir le soir. Mhm. Et donc, c'est un espace assez dangereux. Et, sans être trop long, je dirais qu'il est plus facile d'être SDF en Guadeloupe, en Martinique, en France, autant du climat. Oui. C'est un aspect. Et puis, il y a quelque chose que je remarque depuis quelques temps, notamment depuis le Covid. Première chose à les habitants, précisément, donc on a annoncé les habitants à traverser pour venir ici. Mais surtout que d'année en année, Malandure
Je m'arrête souvent pour faire du sport. On continue à aller à la mer après. Maintenant, je ne peux plus garer ma voiture, puisque c'est rempli. Et c'est d'autant plus rempli que quand je vais faire le footing, il y a 4-7 ans, on pouvait compter combien de maisons il y avait dans le Valentine. Maintenant, C'est construit? et en majorité de blancs, des gens qui ont construit. Tous les 20 mètres, il y a une maison, dans toutes les falaises, dans toutes les rocailles. Et alors, avant, même les Guadeloupéens ne voulaient pas y venir. En mettant les blancs, ils s'installent partout. Les Guadeloupéens même ne voulaient pas travailler, par les anciens ne voulaient pas travailler. Par exemple, par exemple, on donne la porte souvent, et les blancs, ils demandent où ils veulent et s'installent, et souvent de manière définitive. Et ils partent en vacances en France. Oui. Ce sont des aspects. Ça entraîne la venue de supermarchés, genre on voit un leader par chaque Carrefour qui se déroule à Strasbourg à New York. Il n'y avait pas une grosse population là, mais New York, ça a créé une attraction. Alors, il se dit des choses intéressantes dans la salle concernant les conséquences, en fait, de la migration, notamment l'amplification du phénomène dans des zones qui étaient, enfin, des zones qui étaient délaissées par les Antillais, les locaux. Et puis, le fait qu'une fois que c'est construit, c'est urbanisé par les métros, il y a d'autres phénomènes comme l'existence de centres commerciaux qui arrivent. Donc, il y a quand même des effets de ce phénomène qu'il faut pas négliger. Alors, il y a parmi les internautes, il y a Marie-Dominique Hardy-Dessos qui pose une question. Les métropolitains ne sont-ils pas plus nombreux à être dans la ghettoisation et une posture de supériorité et de donner nos leçons, finalement? Alors, j'aurais bien du mal à... Bon, je pourrais répondre oui, mais au stade où nous en sommes, je précise que nous n'avons pas de chiffres, nous n'avons pas de statistiques, je le rappelle. Donc, il va être difficile de pouvoir chiffrer, de pouvoir identifier de façon numérique la problématique que nous avons développée là. Il aurait fallu que nous puissions finalement avoir accès à un certain nombre de données qui ne sont pas accessibles. Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, hein. Elles ne sont pas accessibles. C'est-à-dire que nous avons fait des demandes aux services compétents et jusqu'à présent, j'attends la réponse. Voilà. Pardon? Il faut avoir des statistiques, des informations sur la population métropolitaine en officiellement, c'est pas possible. Officiellement, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il paraît, quand il a fallu mener l'enquête par rapport à cette question qui est posée, on nous a comment vous dire, critiqué sur l'approche, c'est-à-dire l'approche boule de neige, l'approche aléatoire, mais nous n'avions pas d'autres possibilités. C'est-à-dire, ce que nous avons fait, nous avons testé l'hypothèse du sens commun, tout simplement. Nous avons testé l'hypothèse de la communauté. Et donc, le visible. Si on nous dit qu'il y a une concentration de métropolitains sur telle région, eh ben on y va, on va regarder. Mais dans cette concentration, vous allez rencontrer des gens, bon, on n'a pas l'idée, on ne sait pas, hein, mais on va rencontrer des gens parmi lesquels on va retrouver des tendances, mais on va aussi, il y a de la rupture, il y a de la permanence, il y a de la rupture. Donc, mais je ne peux pas répondre, comme je le dis, je ne peux pas dire le pourcentage de néocoloniaux qui est en Martinique, ça, ce n'est pas possible. Alors, il y a une question qui est posée, on va poser la question. Toujours dans la salle, déconstruire l'imaginaire raciste, acte volontaire et intéressé, ce n'est pas l'intérêt des métropolitains pour des raisons économiques, tout simplement. Qu'en penses-tu? Oui, c'est pour ça que je dis qu'au-delà, alors, ce n'est pas dans l'intérêt des métropolitains au sens collectif, mais les métropolitains au sens collectif, pour moi, c'est l'État. Voilà, c'est le système. Pour moi, le métropolitain au sens collectif, c'est ça. Parce que si vous regardez bien, enfin, mis à part, je veux dire, alors je ne sais pas pour la Guadeloupe, je ne peux pas parler de la même façon, puisque je n'ai pas travaillé sur ce terrain-là directement. Mais au plan, je veux dire, le métropolitain, il est d'une manière générale assez discret dans ce qu'il fait ou ne fait pas. C'est-à-dire même au plan économique, ou même au plan politique d'ailleurs.
je ne sais pas si ici, en Guadeloupe, vous avez des métropolitains qui se mettent en avant politiquement, par exemple. Aller aux élections, non. Donc, en fait, ils ont investi d'autres C'est espaces. comme Martinique. Non, non plus. Et ils expliquent ça. C'est-à-dire que politiquement, c'est pas rentable, ils ne peuvent pas y aller. Politiquement, ils ne peuvent pas y aller. Économiquement, ils peuvent être positionnés. Culturellement, via l'État. Encore qu'on a des initiatives culturelles qui sont prises. On a un exemple, l'exemple des arts de la rue, de festivals qui se développent, qu'on appelle les artichauts, par exemple, en Martinique. Ça fait 14 ans, 15 ans que ça fonctionne. Et ça a été initié et c'est managé par de jeunes métropolitains. Ce phénomène enfin, la présence des métropolitains sur des listes électorales, enfin, sur des listes, des listes de partis politiques, ça devrait venir parce que quand on prend la Guyane, c'est déjà le cas. À la CTG, un des vice-présidents est un métropolitain, mais à Saint-Martin, c'est de plus en plus visible. Alors, Saint-Martin nous disent, aujourd'hui, si vous voulez être élu, il faut avoir un représentant métro d'Haïti, la République dominicaine. Bon, c'est bien à la limite, parce que ça veut dire que toutes les, entre guillemets, communautés sont représentées. Mais bon, je veux dire par là qu'à partir du moment où vous avez une présence de ce groupe sur le territoire, et s'il veut s'intégrer, il passe aussi par une intégration dans l'espace politique. C'est presque inévitable. Donc, il faut s'y attendre. Et peut-être que le considérer comme étant une chose quasi évidente dès lors que l'intégration est faite et acceptée. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Fred, c'est que la situation dans laquelle on est, pourquoi c'est plus, alors pour le moment en tout cas, c'est plus compliqué, c'est parce que c'est l'un des espaces où, semble-t-il, les ressortissants locaux ont encore le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils évitent, c'est-à-dire comme le pouvoir est perdu à peu près partout, ils estiment que la sphère politique est encore une sphère où ils peuvent damer le pion aux autres acteurs. Par exemple, on ne trouve pas beaucoup de béquets en politique. Les rares exemples n'ont pas été très... Dans le pays, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, non, pas beaucoup, en Martinique, il n'y en a pas. les Il y avait Mauriciens, Guillaume de Rênal, mais il est... Bon, Guadeloupe, bon, il y a eu chaud. Ah oui, oui. Mais sinon, ce n'est pas courant. c'est pas courant. Donc, c'est un espace, et je le dis aussi parce que l'espace politique est celui, ou même dans l'espace public, on voit justement beaucoup j'allais dire de réactions, allez, de réactions anti-françaises ou anti-blanches ou anti-métro. Et en fait, visiblement, c'est le système de défense qui est proposé par notre société. C'est-à-dire qu'on va, en fait, finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va viser un individu comme étant le représentant d'une communauté et pas, justement, remettre en cause le rôle que l'on a donné à cette communauté, qui n'en est pas une, mais que l'on constitue en tant que telle et que nous représentons en tant que tel. Et notre manière de nous défendre, comme on n'a pas, eh bien, vous avez droit, alors vous aurez droit à des agressions verbales, physiques, vous aurez droit à un certain nombre de commentaires, enfin, tout ça pour, comment vous dire, pour riposter en fait à une pression que l'on ressent comme étant illégitime. Et donc, alors ça se fera peut-être, hein, évidemment, je pense que ça se fera, mais pour le moment, je dois dire en tout cas que les choses ne sont pas très ouvertes. Camille Roy a une question, peut-être? Peut-être que ça se ferait dans un environnement où il y a, comme vous disiez, il y a des espaces où les communautés sont plus importantes, puisque étant justement de façon volontaire ou pas représentant d'une communauté, se présenter en politique voudrait dire avoir une communauté électorale derrière qui puisse l'appuyer peut-être en fonction je pense, aux différentes divisions qu'il y a en Guadeloupe, par exemple, en fonction des communes, des espaces. Peut-être qu'il n'y a pas la même répartition dans les groupes aussi. Alors, si on envisage, si on envisage cette question-là du point de vue, je dirais, des groupes ethniques, bon, je ne suis pas sûr qu'il faille aller aux élections pour représenter son groupe ethnique, hein, mais bon. Donc, à mon sens, c'est peut-être pas, c'est comme ça que ça va se passer.
certainement. Encore aux États, enfin, quand on est aux États-Unis, on est toujours persuadé que le candidat noir représente la communauté noire, ce qu'on avait déjà dit à Barack Obama d'ailleurs au départ. Mais c'est pas parce qu'il, s'il représentait que la communauté noire, il n'aurait pas été élu. C'est la réaction qui est nouvelle, mais ça a toujours été. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est le- La question la question de de l'extrême droite et du Rassemblement national ou des autres, bon, il faut quand même, il faut pas oublier que l'Europe, à l'heure où nous parlons, s'oriente vers ces théories-là. La France, depuis les années 80, si je ne m'abuse, hein, depuis qu'on a autorisé le Front National à accéder à l'Assemblée nationale, donc c'était sous la gauche, les idées, en fait, aujourd'hui, les gens défilent dans la rue, quoi, protégés par des cordons de policiers. Alors que dans le même temps, on interdit, pour des raisons de troubles à l'ordre public, des rassemblements pour justement dénoncer ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Donc, il y a quand même un mouvement général qui fait que, et je le disais aussi, alors, ce mouvement général chez nous, quand il arrive chez nous, il va jouer sur quoi? Sur la même chose que là-bas. Ici, il va jouer sur nos peurs, il va jouer sur nos inquiétudes, il va jouer sur notre, comment vous dire ça, nos paranoïas, il va jouer sur ce qui nous dérange et ce pour lequel personne n'a proposé de solution, et eux, ils arrivent avec une solution apparemment. Et donc, évidemment, il y a tout un ensemble à mon avis, de causes. Alors, ce n'est pas ma spécialité, mais il y a tout un ensemble. Ce qui est intéressant aussi, puisque par contre, je peux en parler, c'est tout ce qui concerne, on parlait de ça, là, les storytelling. Par exemple, M. Bardet, là, on ne sait pas d'où il sort, mais il a une histoire bien construite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ce qui concerne aussi les scénographies. Voilà. Tout ce qui a été fait pour que le Front National soit un parti, c'est-à-dire au même moment où on l'accompagne, parce qu'il a été accompagné, eh bien, il présente, il est aussi respectable que tout autre parti, visiblement. Et ça, ça joue. Et ce qui fait, par exemple, ce que j'ai entendu dire, que par rapport au vote, j'ai travaillé là-dessus, sur le vote Front National, mais depuis le début, je dis que ce n'était pas un vote d'adhésion. Il y a vote d'adhésion. On ne peut pas penser, tu vois pas, on ne peut pas penser, sauf que l'ensemble de la population, comment vous dire, d'un territoire, par exemple, comme la Guadeloupe, vote Front National, sans se soucier de ce qui peut advenir des Guadeloupéens qui sont de l'autre côté? Alors, Je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Je peux pas, je pense pas qu'on puisse dire qui vote et pourquoi. non, on peut penser qu'il y a, enfin, c'est difficile de répondre à une question comme celle-là, celle du comportement politique des métropolitains installés ici. Est-ce qu'ils sont plus pro-Front National que pas? Alors, c'est vrai que on a le sentiment que c'est le cas, parce que ceux qui sont là sont des gens qui souvent sont associés bon, à des professions, à des circuits commerciaux, d'entreprises, et peut-être des anciens militaires ou des militaires. Donc, c'est plutôt des gens, ce sont plutôt des gens qui ont un profil, soit sur le plan économique ou personnel, qui correspond aussi à celui du votant Front National. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est ici que ça amplifie sa probabilité de vote? Je ne sais pas. Possible, c'est possible parce qu'il se sent quelque peu rassuré et même protégé de pouvoir compter sur cette voie-là, qui est une voie bon, qui est bon, une voie nationaliste, qui veut protéger le français d'abord, etc. Pour le français d'abord à l'étranger, c'est un français qui, bien souvent, a des comportements coloniaux, colonialistes, comme on le voit en Nouvelle-Calédonie. Donc, on peut analyser ça comme ça, mais encore une fois, il n'y a pas de certitude sur ça, il n'y a pas encore d'éléments suffisamment probants pour le dire. Oui. Mais juste pour ajouter un point là-dessus, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la migration, ça n'a aucune importance en réalité
que vous soyez de gauche ou de droite. Parce que, en fait, le problème qui est posé, par exemple, si on parle du problème de la décolonisation, par exemple, là-dessus, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, hein, c'est soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, hein. Et le problème, c'est que justement, vous avez des gens, nous on en a rencontré, qui sont d'extrême gauche, mais qui ont du mal à envisager que nos territoires ne soient pas définitivement français. Et ils sont d'extrême gauche. Donc, en fait, si vous voulez, il y a, je pense, j'attire l'attention là-dessus, je pense qu'il y a des grilles de lecture qu'il faut adapter à nos réalités ou adapter à nos problématiques. Parce que sur une question aujourd'hui, sur la Nouvelle-Calédonie, au fond, hein, il faudrait qu'on voit où sont les lignes de fracture. Où sont les lignes? Parce que il y a, alors sur la méthode, certainement. Sur la méthode, certainement, mais sur le fond, au fond des choses. Je ne suis pas sûr que en tout cas que la France, l'État français, envisage, d'ailleurs ça a été posé, envisage une réelle décolonisation de nos territoires. C'est-à-dire qu'on va adapter, on va peut-être poursuivre le schéma. Faites-moi ce que j'appelle tout ce qui est départementalisation, tous ces dispositifs, c'est une forme de décolonisation inachevée, ou c'est une forme originale de décolonisation, sauf que on pourra difficilement en rester à ce niveau aujourd'hui. Ou de recolonisation. Oui, d'ailleurs, on dit recolonisation. Qu'est-ce que j'ai dit? Décolonisation inachevée? Recolonisation. Ouais, mais c'est ce qu'on dit, au fait. On dit beaucoup recolonisation. Ouais. Alors, il y a une question qui est générale, mais qui est intéressante, qui est posée également dans la salle. Quel projet de société, finalement, culturel, identitaire, pourrions-nous envisager pour, entre guillemets, le mieux vivre ensemble? Projet de société culturelle, identitaire. Alors, c'est une global. vraie question. Je vais vous donner des éléments. Le bien vivre ensemble, alors il y a sous forme de boutade. Le mieux vivre ensemble. Le mieux. Je pense qu'il faudrait que justement les néo-martiniquais ou les néo-guadeloupéens, les néo, ceux qui veulent s'intégrer, donc qui sont dans un projet, il faudrait qu'on les voie. Il faudrait qu'ils apparaissent. Et il faudrait que les populations non métropolitaines puissent effectivement lire ce désir d'intégration-là et l'accepter, cette idée. C'est-à-dire que ne pas mettre pour aller vite tout le monde dans le même panier. Ça veut dire que il me semble que les ressortissants métropolitains qui veulent, qui souhaitent, qui font des efforts, se laissent en fait quelque part collectivement déborder par tout ce qui concerne tous les faits divers et tous les acteurs néocoloniaux, eux. C'est eux qui ont, en fait, c'est eux que l'on voit, c'est eux qu'on entend. Et en face, vous n'avez pas le sentiment, justement, vous n'avez pas le sentiment que d'autres disent, mais attendez, mais ils disent n'importe quoi, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas se comporter comme ça. Vous voyez? Je pense qu'il faudrait, pour aller vers le mieux vivre, il faudrait que l'on ait comment dirais-je, des métropolitains qui, en fait, il faut casser le mythe de l'homogénéité communautariste. Et je pense que les acteurs, il y a des gens qui font des choses tous les jours, au quotidien. Mais ces gens-là, il faudrait trouver le moyen de les valoriser dans notre société. Et justement, ce sont des gens qui ont peut-être un projet, qui ont souvent un projet, et c'est cela qu'il faudrait valoriser, plutôt que de mettre le doigt d'ailleurs, et ça isolerait les autres. Ça isolerait les autres, parce que jusqu'à présent, on a l'illusion de la communauté homogène. Et en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et croyez-moi, c'est comme les béquets, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, il faut casser le mythe, effectivement, de la communauté homogène, mais en même temps, il faut limiter le risque d'émergence d'une communauté. Parce que l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, de la Kanaki, est intéressant. Tout à fait. Il y a quand même les Caldoches qui existent avec un projet, je veux dire, qui n'est pas celui des Kanaks. Ceci dit, les situations sont différentes, hein, parce que les Kanaks, c'est quand même un groupe, une population première, avec une histoire, une culture, avec une langue. Alors, nous aussi, on a tout ça, mais je veux dire, Mais c'était indépendant. l'intériorité.
Voilà, ils étaient indépendants. Ils étaient indépendants. Voilà, donc c'est différent. En même temps, cette expérience de Kanaki doit nous servir aussi, alors, non pas d'exemple, en tout cas d'éléments d'analyse pour comprendre nos sociétés et éviter. Je crois au projet créole dans l'absolu, c'est-à-dire l'idée que, quelles que soient ses origines, on peut partager un vivre ensemble et une culture. Il me semble que la culture créole, elle est assez ouverte, assez réceptive pour intégrer ceux qui, sans renier leur propre culture d'origine, adhèrent à une culture projet. commune. C'est ça la colonisation, c'est ne pas se renier, mais tout en partageant avec l'autre. Comme disait Glissant, je change en échangeant avec l'autre. Et c'est un petit peu ça le projet. Alors, ça paraît peut-être théorique, mais dans la réalité, on l'a expérimenté dans nos pays. Et il faut peut-être éviter d'entretenir non seulement le mythe, mais éviter l'émergence de la communauté en intégrant, c'est-à-dire en favorisant pour ceux qui sont sur place, ceux qui sont nés. Je ne vois pas pourquoi on ne les accepterait pas, parce qu'il faut faire partie, pas seulement du paysage, mais également de la réalité. Je pensais encore au cas de ce cycliste, et il n'est pas le seul. Je veux dire qu'on ne peut pas passer notre temps à marginaliser, à refuser les gens qui sont nés sur place et qui s'identifient au pays, quoi. Parce qu'ils sont blancs, on ne peut pas dire parce qu'ils sont blancs, on ne va pas les accepter. Oui, alors, je sais pas. Moi, oui, mais Attends, le seul thème, est-ce que ce point-là, oui. Je voulais juste par rapport juste le forum. On peut peut-être prendre un exemple comme celui de la Réunion. Est-ce que- Je ne sais pas si c'est ça. Mais moi, j'ai vu le reportage, celui d'origine chinoise, indienne, blanche, en fait, il y a un mélange. Il a bon, le reportage, on va Non, mais si on regarde les exemples, les différents, il y a différents. Moi, je pense que la créolisation, elle n'est pas unique. Donc, je pense elle adopte les dimensions ou les contraintes qui s'imposent à elle, c'est-à-dire qu'elle s'adapte. Et c'est ce côté plastique qui est intéressant. C'est ça qui fait l'intérêt c'est pas une culture racine, c'est pas une culture figée. Et la culture et l'identité, il n'y a rien de moins figé que ça, en fait. Tout ça, ça bouge. L'essentiel, le projet en question, c'est effectivement qu'on est sur un territoire, on est conscient d'être sur ce territoire, on est tous dessus, on a tous les mêmes droits et on a tous les mêmes devoirs surtout, c'est-à-dire de respect l'un vis-à-vis de l'autre. Et je pense que dans ce sens, je pense que c'est surtout à ce niveau-là la reconnaissance de l'altérité et ne pas limiter l'altérité à la couleur de peau. C'est ça. Ça, c'est une dimension. Mais vous imaginez, si vous commencez à rejeter les gens qui sont différents de vous, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on va toujours trouver quelqu'un de différent. Je ne sais pas si tu veux réagir. non, je disais qu'il faut quand tu peux c'est c'est-à-dire que c'est une réalité qui va toujours exister. Le blanc, c'est l'antithèse biblique, en quelque sorte. Le nègre, c'est l'antithèse biblique. Donc, dans le cas du cycliste, pour revenir au cycliste, parce que le Guadeloupe et le Martinique, quand il y a le coup de la Guadeloupe et la Martinique, ils disent, ouais, bon, c'est une réalité, que ce soit le Martinique et le Guadeloupe de couleur qui gagne. Non, mais ce n'est pas question de couleur. Non, si un Guadeloupéen va préférer un Guadeloupéen gagne, plutôt pas un Martiniquais. Le problème, ça s'est posé. Le problème de la couleur, c'est quand même. Non, mais Non, c'est bizarre je parce prends un que exemple. la question de la couleur. Je prends un exemple. C'est bizarre que la question se pose. Imaginez que le problème se pose entre l'ENI blanc guadeloupéen et un Martiniquais. Je reste persuadé que les Guadeloupéens, avec raison, vont choisir l'ENI. Le Guadeloupéen. Parce qu'il bien sûr. Il est blanc, mais il est Guadeloupéen. Donc, entre un Martiniquais noir et un Léni blanc guadeloupéen, les Guadeloupéens, avec raison, vont choisir l'Léni. Sauf s'ils ont un problème. Le nègre blanc. Ça relève du chauvinisme. Non, c'est pas le chauvinisme, c'est l'identité. C'est l'identité. culturel. C'est-à-dire qu'en fait, on se reconnaît. C'est-à-dire que le Guadeloupéen blanc est plus proche de notre Guadeloupéen que Martiniquais noir. Si, en fait, le rapprochement va s'opérer sur une autre échelle peut-être. Et moi, j'aime bien l'échelle caribéenne, c'est-à-dire le fait qu'on fonctionne avec les autres îles, qu'on fonctionne. C'est quoi la logique? La logique, que nous avons une logique très française. Non, mais justement, nous avons une logique de la terre. Alors que dans la Caraïbe, avant, c'était une logique de la mer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la mer le pays. C'est pas les terres. Les terres, ce sont des points
Ben oui, ce sont des points sur lesquels on va se déplacer. Si vous regardez bien les peuples, justement, les peuples premiers, ils utilisaient tous ces territoires-là comme tous ces territoires-là faisaient partie d'un ensemble. Étant, moi je plaide pour cela, c'est-à-dire qu'il faudrait que, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, regardez comment c'est multiple là, mais il y a une identité qui fait que dans cet espace-là, il y a moyen de créer des choses, il y a moyen, d'ailleurs ça se fait, c'est peut-être difficile, mais c'est possible. Et la langue, enfin, le problème de langue, etc., tout ça, c'est totalement surmontable. C'est ça. Non, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que il y a des intellectuels caribéens anglophones. Je pense à Norman Girvan, à Hilary Beckles, qui disent la nation, c'est pas le territoire, c'est la Caraïbe. Donc, sortir de la dimension territoriale et parfois chauvine pour poser la question de la nation dans sa diversité. Et ça, c'est novateur et c'est presque, je veux dire, ce qu'on souhaite pour le monde. C'est qu'on sorte des chapelles, des territoires et qu'on essaie d'avoir une vision plus régionale, en fait. Parce que on est très proche des autres. La langue, c'est pas un problème. Non. Parce que, il y a des sociétés qui sont multiculturelles et qui vivent normalement avec des langues différentes. Il y a des moyens de trouver des passerelles et de parler la langue de l'autre aussi. Je vais ajouter autre chose que je dis souvent, c'est que j'ai constaté que dans la Caraïbe, parce qu'on on le dit pas suffisamment, de la même façon que nous, ici, en Guadeloupe, nous avons une façon de parler le français. On nous a toujours reproché ce parler-là, jusqu'à parler de créolisme. Eh bien, dans la Caraïbe, vous prenez les pays hispanophones, ils ne parlent pas espagnol comme en Espagne. Les pays anglophones ne parlent pas anglais comme à Londres, hein, ou à Oxford. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, nous sommes dans des espaces qui sont totalement différents. Notre regard est biaisé. Et c'est pour ça que c'est important de regarder ce qui se passe dans la Caraïbe, de regarder ce qui se passe ailleurs. La Caraïbe, pourquoi? Parce que je ne peux pas dire que c'est grâce à ma formation scolaire que je parle anglais ou que je parle espagnol. C'est à travers, justement, la rencontre de l'autre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est pouvoir mailler ces philosophies-là, c'est-à-dire transcender ce qui nous sépare. Et généralement, ce qui nous sépare, globalement, il me semble que c'est la colonisation. Enfin, c'est les formes de colonisation que nous avons connues. Comme en Afrique, on a tracé des frontières. Donc, on a des schémas qui obéissent à des logiques qui sont les mêmes. Et nous, enfin, collectivement, il faut que les populations, les différentes populations dépassent ces cadres-là, fassent exploser ces cadres qui restent des cadres, me semble-t-il, des cadres sinon coloniaux, néocoloniaux. Écoutez, on reste encore dans l'actualité. Merci pour cette remarque. Je vais laisser le mot de conclusion à Olivier Pulvar et nous excusons de nouveau Patrick Bonito qui n'a pas pu être avec nous. Mais bon, Olivier a fait le job pour les deux. Merci Olivier. Donc on va remercier l'intervenant, Olivier Pulvar, et on va lui passer la parole pour le mot de la conclusion. Merci. Merci Fred. En tout cas, merci encore de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu échanger avec moi, avec nous, avec ce projet, avec ce travail qui, en tout cas, je le souhaite qu'il permette justement d'avoir une autre vision de nos réalités. Et je répète, comme l'a dit le professeur Hainaut, donc c'est un travail qu'on a fait, c'est une monographie sur la Martinique, mais dedans, on va certainement retrouver énormément de similitudes, je ne veux pas m'avancer, mais énormément de similitudes avec ce qui se passe ici et ailleurs. Ici et ailleurs, et je pense que justement ces phénomènes que l'on pensait spécifiques à tel ou tel territoire, on se rend compte aujourd'hui que tous les territoires sembleraient loger à la même enseigne. Ok, merci Olivier et à bientôt pour un prochain webinaire du KJ. Sous peu, je ne vous dirai pas sous quel thème, vous verrez. À bientôt.